Bonjour à tous, je suis Cécilia Creuset, je suis avec Paola Gabriele et aujourd'hui on vient vous parler de progrès. Alors comme on est appliqué, on a d'abord commencé par ouvrir notre dictionnaire et sachez que le progrès c'est une amélioration continue. C'est une action qui consiste à aller de l'avant, à s'accroître, à s'améliorer et en fait qu'on regarde du point de vue d'une société ou de l'humanité, le progrès c'est l'évolution mais dans le sens de l'amélioration. On a parlé ensemble. Évidemment, ça dépend surtout de comment on définit les mots, la notion de progrès. Est-ce qu'on parle de la société? Est-ce qu'on parle de l'entreprise, de la science? Est-ce qu'on parle de la quantité ou de la qualité? Pour moi, le progrès, ce n'est pas seulement croissance, mais aussi intégration et justice. Parce que désolée, je ne suis pas française, je sais aujourd'hui avec vous. Parce que l'intégration stimule le progrès. Vous avez sans doute tout déjà entendu l'histoire du lancement de l'L-Kit d'Apple. De nombreux utilisateurs avaient reproché l'absence d'une fonction pour suivre les règles et ils ont juste oublié 50% de la population. Simplement parce qu'il n'y avait pas de femmes dans leurs équipes d'ingénieurs. C'est vrai, c'est un exemple qui est très marquant. Et effectivement, le sujet de la place des femmes dans les développements technologiques est un enjeu qui est clé. Au-delà de ça et au-delà de la question homme-femme, il y a un autre sujet clé qui est celui de faire en sorte que le progrès et le progrès technologique soient un progrès pour tous. Je m'explique, le digital, je pense que c'est une évidence, apporte des fabuleuses opportunités. Néanmoins, comme tout progrès, il porte aussi avec lui des risques de renforcer des inégalités entre ceux qui y ont accès, qui maîtrisent le numérique, et les autres, qui représentent quand même 25% de la population en France. Et sur ce sujet de l'ambivalence entre risque et opportunité, il y a un exemple que j'ai vécu il y a quelques mois et que je voulais partager avec vous. J'étais dans une collectivité en Réunion et il y a un responsable qui me dit « c'est dramatique, depuis que l'inscription à la cantine se fait sur Internet, il y a tout un tas de familles qui aujourd'hui ne savent pas utiliser et qui du coup sont en difficulté, notamment pour bénéficier des aides associées à la cantine ». Donc je me dis, bon, c'est un vrai sujet. Et quelques semaines plus tard, autre rendez-vous dans une autre collectivité. Et là, un responsable me dit, ce qu'il y a de génial avec Internet, c'est que depuis que l'inscription à la cantine se fait en ligne, il y a plein de parents qui n'osaient pas demander les aides par rapport à la peur qu'ils pouvaient avoir du regard des autres parents et qui, maintenant que c'est dématérialisé, osent le faire et du coup bénéficient des aides auxquelles ils ont droit. Et je crois que c'est un exemple qui est assez parlant sur cette ambivalence dans le progrès entre le risque et les opportunités. Et ça fait écho à ton métier, laquelle tu as créé ton entreprise qui tente d'intégrer toutes les générations et les classes sociales à la révolution numérique. C'est ça. En fait, on a créé WeTechCare pour faire du numérique une chance pour tous. Le sujet étant le suivant, aujourd'hui on assiste à une digitalisation massive des services essentiels, que ce soit la recherche d'emploi, la santé, le logement, l'accès aux droits. Et pourtant en France, il y a 40% des Français qui ne se sentent pas à l'aise avec le fait de faire une démarche en ligne et à peu près 25% des Français qui ne maîtrisent pas les compétences numériques de base. Derrière ces chiffres, il y a des situations qui sont quand même très différentes. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui exclues du numérique, 7% des Français qui, pour des questions d'illettrisme, de handicap ou autres, ne peuvent pas monter sur des parcours dématérialisés. Et pour ces personnes-là, c'est vraiment essentiel de pouvoir maintenir des alternatives au 100% digital pour pouvoir les assister dans ce qu'ils ont à faire sur Internet ou pas. Après, il y a des personnes, 19% des Français, qui sont éloignés du numérique. Éloignés du numérique, c'est les personnes qui ne maîtrisent pas les compétences numériques de base. Pour ces personnes-là et dans le contexte dans lequel on est, c'est essentiel de pouvoir les former puisque c'est aujourd'hui complètement nécessaire pour pouvoir agir dans nos sociétés. Et ensuite, il y a des personnes qui sont proches du numérique, on en connaît beaucoup. C'est toutes ces personnes qui maîtrisent Internet, qui l'utilisent au quotidien, mais qui vont être en difficulté sur tel ou tel service et qui vont avoir besoin, eux, d'être rassurés, d'avoir un petit coup de pouce pour pouvoir être autonomes dans leur démarche. Et derrière ces chiffres aussi, et ces 25% de Français, il y a différentes situations, il y a aussi différents profils. On pense tout de suite aux seniors, et c'est vrai que c'est la majeure partie des personnes qui sont éloignées du numérique, mais pas seulement, puisque derrière, le niveau de diplôme et le niveau de revenu sont les facteurs qui influencent le plus l'autonomie numérique des Français, ce qui fait qu'en réalité, dans les personnes éloignées du numérique, on a une surreprésentation des publics qui sont en difficulté,
et qui sont aussi ceux qui en fait ont le plus attiré de toutes les opportunités qu'offre Internet. Pourquoi ? Parce que la plupart des Français utilisent Internet pour une productivité accrue, pour de l'efficacité, pour du loisir. Mais pour ces personnes qui sont plus fragiles, le numérique peut vraiment changer la donne pour un emploi trouvé, pour des économies réalisées, pour un ménage à bas revenus, pour le maintien du lien social, pour un senior isolé par exemple. Donc ce sujet, celui de l'inclusion numérique, c'est vraiment un sujet d'égalité, de cohésion sociale, mais c'est aussi un enjeu économique, puisque la compétitivité d'un pays, et je parle de la France, est très corrélée en fait aux capacités numériques de ses habitants. Et du coup, comme tu le disais, on a créé We Take Care il y a 3 ans, avec pour objectif donc, de permettre à tous les Français de se saisir des opportunités du numérique. On a différents métiers, ils sont tous articulés autour de notre métier de développement de plateformes en ligne. Et celle dont je voulais vous parler, qui est un peu on va dire le cœur de notre réacteur, s'appelle Les Bons Clics, lesbonsclics.fr, qui est une plateforme qui permet à chacun de pouvoir accompagner, former une personne jusqu'à l'utilisation des services essentiels en ligne. Donc c'est une plateforme de learning avec du matériel pédagogique, des outils, des kits, etc. pour pouvoir apprendre à quelqu'un à utiliser Internet. Cette plateforme, on l'a lancée en novembre dernier. Il y a plusieurs centaines de structures en France aujourd'hui qui l'utilisent et on la déploie notamment au travers de nos partenariats, donc avec les collectivités, avec les grands réseaux associatifs qui sont très confrontés à ces questions et avec les opérateurs qui dématérialisent. On travaille aujourd'hui avec des CAF, avec Pôle emploi, avec la Banque postale, la MSA, enfin, tout un tas d'acteurs et des acteurs qui sont d'ailleurs très différents. On a une grande multitude de partenaires qui viennent de mondes assez variés, ce qui est en fait assez révélateur du fait que l'inclusion numérique, c'est à la fois la responsabilité exclusive de personnes, évidemment, un peu comme l'illettrisme, mais c'est aussi un enjeu extrêmement fort pour beaucoup d'acteurs, et notamment pour tous ceux qui digitalisent leurs services et qui, le succès de leur dématérialisation dépend aussi évidemment des capacités de leurs usagers ou de leurs clients. Et du coup, notre rôle chez We Take Care, c'est vraiment de mobiliser ces différents écosystèmes et de les mettre en capacité d'agir pour créer de l'impact, en particulier pour des publics plus fragiles. Alors Paola, toi aussi, donc, tu évolues dans cet univers du digital. Tu as un parcours assez impressionnant puisque donc, Paola a 26 ans, elle est directrice des opérations dans un fonds d'investissement qui s'appelle le Hardware Club. Un fonds qui, donc, le fonds d'investissement est dans des environnements plutôt masculins. Est-ce que peut-être tu peux nous dire, nous expliquer un peu plus ton parcours ? Voilà, merci. Comme Cécilie a dit, je travaille pour un fonds d'investissement qui s'appelle Hardware Club. Notre fonds d'investissement, en fait, c'est un fonds d'investissement très particulier. Notre équipe, on a beaucoup de diversité dans l'équipe. On travaille en anglais. J'essaie, comme je vous dis aujourd'hui, de parler avec vous en français. Et je suis italienne, je suis arrivée à Paris il y a plusieurs années parce que j'étais très intéressée au boom de l'écosystème technologique. Et il y a 2 ans que j'ai rejoint Hardware Club, alors que j'étais convaincue que leur approche était la bonne. Et notre approche, en fait, c'est la communauté avant le reste. Nous sommes un fonds d'investissement qui s'intéresse aux startups en phase d'amorçage, développant des produits physiques. Qu'est-ce qu'on appelle hardware? C'est en fait tous les produits physiques avec un côté électronique aussi, comme des objets connectés, aussi bien des nouveaux composants électroniques ou des dispositifs médicaux innovants. L'année dernière, nous avons réuni un fonds de 30 millions de dollars pour investir partout dans le monde, beaucoup en France aussi. Mais avant cela, nous avions développé une communauté de startups qui compte désormais 405 membres dans 35 pays différents. La manière dont, normalement, vous voyez, beaucoup de fonds d'investissement, ils réunissent l'argent et après, ils vont travailler sur la communauté pour aider les startups dans leur portefeuille. Pour nous, on a voulu beaucoup changer ce modèle. On a créé la communauté avant de créer notre fonds. Chez Hardware Club, c'est vraiment important de mettre la communauté avant tout. Et on a créé une communauté qui est sélective mais gratuite pour soutenir les startups qui développent du hardware. Elles ont tous les mêmes problèmes au démarrage et c'est important de leur apporter les bonnes solutions avant qu'elles disparaissent. Créer un produit nécessite
Désolée. Beaucoup de capitaux, mais c'est aussi des très bons ingénieurs. Il y a beaucoup de bons ingénieurs en France dans différents domaines, mais aussi des bons contacts pour la production de produits, aussi des contacts avec les distributeurs internationaux. Et chez Hardware Club, on a créé beaucoup de partenariats dans tous les mots avec les fabricants comme Foxconn, qui sont les fabricants des produits Apple, ou Jabil, ou peut-être des distributeurs internationaux comme Amazon, Target dans les États-Unis, Harrods, Fnac, Boulanger en France. Et voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail à aider à la communauté, et pas seulement les startups de notre portefeuille, mais en fait, on pense qu'aider toute la communauté d'hardware, c'est vraiment important pour se développer. Et ça permet aussi à la fin d'être plus efficace dans notre métier et investir dans les startups les plus prometteuses. Et voilà. Thanks. C'est vraiment difficile de parler en français quand tu travailles en anglais, mais voilà, je suis en France, j'aime la France, je voulais essayer aujourd'hui. Et d'autant plus que tu parles très bien français. Et en tout cas, pour conclure, Paola et moi, on s'est mis d'accord. Alors, il se trouve que je parle aussi italien, donc ça nous a permis de bien préparer en amont. On s'est mis d'accord pour dire que le progrès dans les nouvelles technologies, en fait, il réside beaucoup dans l'impératif qu'on peut se donner de challenger les modèles existants, de challenger les statu quo, mais aussi dans le fait d'avoir des approches qui soient variées. Et c'est une question de genre, mais pas seulement. C'est aussi une question d'avoir des modèles de toutes les cultures. Et puis, pour finir, ce progrès réside aussi dans le fait de créer des modèles qui soient inclusifs et qui soient du coup inclusifs pour tous. Merci beaucoup. Merci.